Bienvenue à vous, content de vous retrouver 60e funeste Fred, joyeuse Saint-Nicolas à tous. Ben oui, pour démarrer, hein, nous sommes encore le 6e jour du mois de décembre chez nous. Je vous parle de Belgique et chez nous, pour les enfants, pour toutes les personnes concernées, oui, on peut dire que ça a encore plus d'importance que Noël, hein, et oui, pour les gosses, les parents sont 2 fois de la revue, comme ça je me dis qu'on était oui, sont concernés aussi toutes les personnes travaillant dans le monde, de comme votre serviteur jadis, dans le monde de l'enseignement, hein. On était sacrément gâtés, le même mois, pour les gosses, quand on était gosse, Saint-Nicolas et Noël dans le cadre des fêtes de fin d'année. J'espère que si vous avez des enfants que, ça peut c'est toujours le cas. Ça peut toujours être le cas, pour les vôtres. Joyeuse Saint-Nicolas et comme Saint-Nicolas, c'est aussi le patron d'un pays, le plus grand de la planète, en superficie et c'est tiré d'un bouquin que je vous ai présenté dans un de nos numéros précédents. Oui, le saint patron, le patron de cette contrée, nous allons le voir ici, Saint Nicolas à Myre, occupé à sauver la vie de trois innocents sous le pinceau d'Ilia Répine. C'est du Répine pour mieux apprécier, demandez-le en moteur de recherche. Et pour notre enluminure, oui, l'illustration en enluminure, là, n'hésitez pas. De même, si vous, oui, c'est comme pour notre clair-obscur, si vous trouvez que c'est trop, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez à dire, à y redire, n'hésitez pas en partie comment. Et de même, au sujet de l'enluminure de ce numéro, je pense que nous n'allons pas nous vexer très vite, du moment que ça reste courtois, mais nous n'allons pas nous vexer. Il ne va pas se vexer rapidement non plus, je ne crois pas, mais je tenais tout de même à rendre hommage au temps qu'il aura passé la nuit dernière. Le mec, il est un peu, oui, il est grand, il est balèze, hein, c'est que en sus d'avoir un petit côté pardon, Sean Connery dans le film La Dernière Croisade, mais voyez-vous, la nuit dernière, nous faisions mine de chercher le sommeil et j'avais posé la question si quelqu'un connaissait en vue de ce numéro de notre enluminure sur le thème. Ce ne sera pas à proprement parler au cœur de ce numéro, mais en enluminure, j'y tenais, sur le thème de l'amitié homme-femme. Et oui, sur la chaîne de Radio Prolo Marquis, et le camarade Marquis, à ses heures perdues, je sais qu'il aime bien les jouer avec l'intelligence artificielle et il a voulu essayer quelque chose. Je tenais à me rendre hommage au temps qu'il nous a si généreusement consacré la nuit dernière à une heure déjà assez avancée. Alors voilà, c'est sur ce thème, vous savez pourquoi sur ce thème, qui reviendra, pour sûr, en fin de numéro, le thème de l'amitié homme-femme. Et on enregistre aussi, on est samedi, hein, on est toujours le 6, on est toujours samedi à l'heure qu'il est. Et on enregistre un peu à l'avance par rapport à notre timing habituel. Là, ce n'est pas sans me rappeler mon jeune temps. En 1990, j'étais encore étudiant et je vous l'ai déjà rapporté aussi, hein, je travaillais en radio privée, au temps où j'étais étudiant en 1990. Le samedi soir, je me rendais en studio pour enregistrer, elle valait, ce qu'elle valait, 2 petites chroniques ciné. Je me dis que pour faire ça, en ce temps-là, à l'âge, que j'avais, je devais tout de même être animé quelque part par un sacré feu. Oui, il devait y avoir, pour sacré, un sacré feu. Je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui. Au moment, à l'instant venu, ce qu'il en restera à l'instant venu, d'aborder ce 60e funeste Fred, mais je vais m'efforcer une fois de plus de faire de mon mieux. Alors pour, notre texte d'ouverture dans quelques secondes, on va débuter avec des nouveautés.
De nouveautés bouquins, même si le second livre, c'est une réédition dont je possédais déjà un exemplaire, un volume, dans l'une des vous vous en doutez, dans l'une des éditions précédentes. Pour ouvrir, nouveau livre sur Prince. Oui, hein, cette année 2025 aura été le 40e anniversaire, l'année du 40e de la sortie, le 22 avril dernier, en 1985, d'un des plus fameux albums de Prince, Around the World in a Day. Hein, je vous avais raconté aussi qu'une collègue en radio, à l'époque vraiment de mes débuts, mes débuts, débuts, hein, en 1985, une collègue qui s'était rendue pour la première fois aux États-Unis m'avait fait cadeau d'un exemplaire en vinyle d'Around the World in a Day. Et je pense vous avoir déjà rapporté, j'y reviendrai. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi en comment, hein, histoire d'avoir une petite idée des fois quelques, oui, pour notre champ de perspective, pour nos thématiques à venir. Hein. J'ai déjà essayé, tout du moins, encore une fois, de vous rapporter ici comment dans une vie un opus, un disque peut jouer rétrospectivement au bout du compte comme un miroir pour ce qui aura été d'une vie, de donner son, comme son ton à une vie tout entière placée sous le signe à la fois comme cet album sous le signe du baroque et j'ajouterai encore du paradoxal, oui, du paradoxe. Hein, et suite à ce que je viens encore de dire, donc c'est pas la première fois que j'en parle autour de ce fameux album de l'an 85 du siècle dernier. De fait, je n'ai aucun mal à comprendre sa démarche. À, à ce monsieur philologue britannique, j'ai pu comprendre qu'il était mon aîné de quelques années, ce qui aura pu le motiver à rédiger ce livre qui est dédié à la fois à sa passion pour Prince en musique et dans le champ littéraire, à sa passion pour Dickens, Charles Dickens. Il s'appelle Nick Hornby. Son livre est désormais disponible en format de poche. C'est en 10-18. C'est chez Bourgois, hein. C'est en format de poche, mais c'est en 10-18. Chez Bourgois, Nick Hornby. Dickens et Prince, sous-titré Un génie bien particulier. Dickens et Prince, un génie bien particulier. Alors j'ai sélectionné, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, tout frais. Et quand c'est comme ça, je pense que la meilleure chose à faire, c'est pour ce qui est de vous donner ou pas l'envie d'aller y goûter, d'y goûter ou pas, la meilleure chose à faire, il me semble, c'est de vous lire quelques fragments. Si mes marque-pages n'ont pas foutu le camp, déjà ce ne sera pas bien dur. Hein. Je ne l'ai pas encore terminé ce bouquin. J'y reviendrai aujourd'hui. Je fais à peine un peu plus que vous le montrez. Les années passant, on peut lire ceci déjà dans le chapitre d'ouverture, dans la partie introductive, si vous préférez. Les années passant. Il est devenu évident que Prince était un génie bien particulier. Il ne pouvait pas s'empêcher d'écrire, de composer, d'enregistrer, de jouer. Il n'arrivait pas à endiguer sa créativité et ne semblait pas le vouloir de toute façon. Il ne pouvait pas s'arrêter de travailler. Rares sont les artistes dépourvus d'interrupteurs. Pas mal dit, hein. Rares sont les artistes dépourvus d'interrupteurs. Et je crois que ma famille, oui, quelques pages plus tôt, Nick nous dresse l'inventaire dit, pour faire court, dans le champ artistique de tous ceux qui ont, oui, celles et ceux qui ont compté pour lui.
Un peu dans le même ordre d'idée que ce que je vous disais au sujet de Prince et de son album et par extension après de tout ce qu'il m'aura été donné d'explorer dans le champ princien. Alors je reprends, il ne pouvait pas s'arrêter de travailler. Rares sont les artistes dépourvus d'interrupteurs et je crois que ma famille, qu'il appelle comme ça, ma famille n'en compte aucun, hormis Prince et Dickens. Que peut-on apprendre en observant deux artistes? L'un et l'autre sui generis, d'où un couplage moins étrange qu'il n'y paraît. Oui, vous verrez ça à la lecture, si ça peut vous surprendre. A priori, vous surprendre, oui, mais que peut-on apprendre en observant deux artistes, l'un et l'autre sui generis, d'où un couplage moins étrange qu'il n'y paraît, et qui, l'un comme l'autre, ont reçu plus que leur part de talent. Qu'en ont-ils fait de ce talent? Leur aura-t-il été d'une manière ou d'une autre préjudiciable dans leur vie personnelle, professionnelle? Peut-on découvrir l'origine? Et est-ce celui qui les a tués? Nick Hornby, Dickens et Prince. Je vais vous lire encore deux autres fragments. L'un où il sera question davantage de littérature anglo-saxonne et de la question, oui, j'ai déjà pu, je ne suis pas encore arrivé au bout, hein, mais vous réaliserez sans mal que c'est une dimension qui a son importance au fil de ces pages, la question de l'humour. Et l'autre livre, la réédition, il en a été question d'elle dans au moins deux de nos numéros récents. Nathalie Barnet, les éditions Bartilla ont en effet entrepris récemment de rééditer, pour ainsi dire, toute l'œuvre, toute la production livresque de l'Amazone. C'était de ses surnoms, pour sûr, son plus célèbre. L'Amazone, Nathalie Clifford Barnet et les éditions Bartilla vous proposent, mon volume, le volume dans une édition précédente, c'était chez Persona, une édition de 1983 et il est intéressant de préciser que c'était une édition sous la direction de Cathy Barsac, professeure de philo et qui a participé aussi à, je le dis car dans un autre de nos numéros, je peux vous mettre tout ça. Oui, je vous mets ce que je peux en rapport avec tout ça, avec les allusions nombreuses aujourd'hui à nos numéros précédents. Je vous en mets quelques-uns. Si ça vous dit d'aller les visionner en fin de ce numéro, je vous avais dit mon admiration pour la poésie de Joé Bousquet, hein, et c'est Cathy Barsac. C'est à elle qu'avait incombé à partir d'une époque, sur le plan éditorial, l'assemblage des œuvres complètes de cet auteur, de Joé Bousquet. Et, elle s'était également occupée à une époque de Nathalie Clifford Barnet. Aventure de l'esprit, vous allez voir cette couverture de 1983. Oui, un look un peu plus sévère chez Bartilla. Ici, nous allons la voir. Nathalie, comment dire? Oui, je ne suis pas un champion sur le plan, oui, la mode, tout, dans le champ vestimentaire. Voilà, c'est la dernière fois que j'utilise pour notre lexique le terme de champ. Aujourd'hui, c'est promis, sans quoi ça risque de devenir un peu téléphoné, hein, mais dans ce champ-là, c'est pas ma grande spécialité. Alors, comment dire? Peut-on parler d'une robe, peut-on parler d'une Nathalie qui serait devenue à la fois, sur le coup, pour le shoot uniquement, hein, oui, pour la photo, pour le shoot, pour parler comme dans sa langue natale. Elle était, américaine. De naissance, française d'adoption, dans l'hypothèse où vous n'auriez encore jamais entendu parler, de Nathalie, Nathalie sans H.
Par conséquent, comme notre, cantatrice Nathalie Dessay, mais elle avait fait ce choix en hommage à Nathalie Wood. Je l'ai appris tout récemment, hein. Je trouve ça très très joli et on pouvait, pour allusion, l'épingler au passage. Alors sur le plan vestimentaire, je ne sais trop si, pour, ce shoot ou ce shot, oui, ce sera peut-être plus préférable pour eux, ce shot, photographique. Est-ce qu'elle était devenue, sous l'un de ces effets, d'ensorcellement coutumier, sur le coup, mi-femme, mi-nénuphar ou si vous préférez, mi-femme, mi-papillon? Ou s'agissait-il, dites-moi si je me gourre, d'une robe, de type mousseline? C'est une des plus célèbres photos de Nathalie et c'est un recueil, on pourrait le présenter comme un recueil de portraits. Il y a 2 parties. La 1re partie aborde les personnalités, connues de près ou de loin par Nathalie, ayant fait partie de ses proches ou non, heu, sous un angle nettement plus rigoureux, thématiquement plus rigoureux, alors que dans la seconde partie, nous avons affaire à oui, des portraits, hein, davantage en roue libre dans l'écriture, des portraits davantage, de proches de Nathalie et pour le style davantage en roue libre, je me permettrai, hein et pour la première partie, là, davantage ce qu'elle essaie de nous restituer au sujet des personnalités, élues, choisies d'elle dans ce recueil. C'est moins de restituer comment ils auront pu incarner une somme de valeurs, dans leur époque, dans leur siècle, dans le rapport temps, espace, dans l'ensemble, que de nous restituer ce qui, pour elles, par une succession d'effets de miroir, hem, aura joué pour ce qui était de elle aimait ce terme, ça revenait souvent sous sa plume, c'est très important pour comprendre, pour la comprendre, pour la lire, ce qui pouvait chez les autres l'impressionner, la somme d'impressions chez les autres est là, où elle disait à partir d'un moment faire un blocage, comme ce fut le cas avec Marcel Proust, sans avoir eu pour autant, on n'allait pas penser pour lui d'aversion particulière, mais quelque part un blocage qui ne lui permettait pas vraiment d'aller plus loin. Et il y aura, elle n'allait pas plus loin, ne cherchait pas quand il y avait ce type de, quand elle bloquait sur le plan de ses impressions. Et j'y reviendrai encore à ce terme. Alors je peux vous donner un petit aperçu. On va aller dans le sommaire, hein. Je ne dis pas tout, hein, j'en choisis quelques-uns. Pierre Louis, Anatole France, et là, c'est, oui, thématiquement, c'est un épinglé aussi, je pense. Thématiquement, ça n'appelle pas de commentaires. Anatole France parmi les Amazones. Oui, Anatole chez les Amazones, de son temps. Il y a aussi Rémy, de Gourmont, hein, c'est lui, c'est à lui, qu'elle doit son surnom, l'Amazone. Proust, on en a parlé. Renner, Maria Rilke, Israël Zangwill, pardonnez-moi, Israël Zangwill, Gabriel D'Annunzio, parenthèse, je ne voulais pas signaler, très bonne biographie, nouvelle biographie de D'Annunzio par, je l'aime beaucoup, Maurizio Serra, hein, par Maurizio, et je le mets en partie description avec les références de tous les autres bouquins comme d'hab. Bah oui, j'ai vu qu'il y avait, en général, j'aime ce qu'il fait, donc je présume que ça doit être très bien à mon avis. Nouvelle biographie, oui, plus d'un demi-millier de pages au moins, pour les longues, si vous cherchez pour les longues soirées d'hiver, nouvelle biographie de l'auteur italien, par, un D'Annunzio, par Serra, chez Tempus, dans la collection Tempus Perrin. Nathalie, nous parle de D'Annunzio, elle nous parle de D'Annunzio, elle l'aura connu chez lui, elle l'aura rencontré, chez lui.
Max Jacob, j'y reviens. Le docteur Mardrus, il y a encore Paul Valéry et dans la seconde partie, d'avant les portraits, comme je disais, davantage en roue libre, on trouve Lucie, l'épouse. Ils ont divorcé à un moment. Lucie, mais c'était Madame Mardrus, Lucie de la rue Mardrus, une romancière qu'on redécouvre pas mal depuis un certain temps, grande amie de Nathalie. Oui, il y a Lucie, comme il y a Colette, Rachilde, Minaloy, mais ce qui est intéressant à épingler, à rapporter, et qui portera plus que sur le plan purement anecdotique, c'est qu'à partir d'un moment, américaine d'adoption française et qui aura résidé la majeure partie de son existence à Paris, hein, le fameux 21 où elle avait son salon avec son petit temple à l'arrière du XVIIIe siècle, dont on disait ça aurait été le temple de Madame le Couvreur et du maréchal de Saxe, hein, oui, le petit temple de Nathalie, où elle aimait bien aller discuter avec tous ses amis, toutes ses amies, sur qui elle devait écrire par la suite. Le 21, rue Jacob, elle a passé l'essentiel de son temps américaine d'adoption française et qui en arrivait à dire, et c'était en partant de Colette qu'il était venu un temps où elle se sentait sur le plan de l'esprit davantage proche de ce qu'il y avait de plus, nous ne dirons peut-être pas France profonde, mais français, français. Voilà, au sens d'ancienne France, elle se sentait davantage dans l'esprit de ce qu'il y avait de plus ancienne France chez Colette, de ce qu'il y a, de ce qu'elle pouvait lire de plus moderne, venant de chez elle, venant de son pays, de son Amérique natale. Hein. Je pense que vous, encore une fois, je ne doute pas que dans l'ensemble, vous avez saisi, il y a Colette, comme il y a Minaloy, dont nous n'avons jamais parlé, mais ça ne va plus tarder. Juna Barnes, Gertrude Stein, Romaine Brooks et, comme il fallait s'y attendre, René. Hein, René Vivien, Aventure de l'esprit de Nathalie, réédition chez Bartia. On retourne dans le Prince et Dickens de notre camarade Nick. Alors, je vais vous donner deux fragments. Oui, la meilleure manière de vous donner envie d'aller ou pas y voir. Alors, ici, j'ai d'abord retenu ceci, hein. Il nous dit à propos au départ de Dickens, je n'ai lu Dickens qu'à l'université. Et je précise, je vous disais, mon aîné de quelques années, c'est que Nick, lui, moi j'ai découvert Prince à cheval sur Purple Rain, pardon pour le mauvais anglais, Purple Rain, et je traduis, ce sera mieux, autour d'un monde en un jour, à cheval sur ces deux opus-là, j'avais à tout casser 13, 14 ans. Oui, 12, 14 ans. Et Nick, il avait déjà 20 ans lorsque le premier opus de Prince for You en 1977 est sorti. Il aura par conséquent, lui, il aura suivi, connu dans le cadre de sa vie consciente, pour parler comme Trotsky au début de son autobiographie, hein, pourquoi pas, dans le cadre de sa vie consciente, il aura suivi toute la carrière de Prince, pour sa part. Et à propos de Dickens, il dit: Je n'ai lu Dickens qu'à l'université, et je suis reconnaissant de ce hasard dû au programme scolaire du milieu des années 70. Si on m'avait obligé à l'étudier à l'école, sa grandeur m'aurait échappé, comme elle échappe à de nombreuses personnes que j'ai rencontrées et qui lui résistent, presque toujours, parce qu'on le leur a fait ingurgiter à l'adolescence. Moi, j'ai ce réflexe de pensée-là, je l'ai déjà dit avec... oui, on remettra ça. Si ça vous dit, de même avec Zola, hein, si vous êtes enseignant du Zola dans l'enseignement secondaire, pourquoi pas, mais pas n'importe quoi. Hein.
Je reste, toujours je continue toujours à m'interroger sur ce qui avait bien pu motiver cette enseignante au sujet de laquelle on m'avait rapporté qu'elle avait fait lire à des étudiants du secondaire Les 3 villes. Brrr, oui, à se flinguer là, hein, quand même. Bon, j'avais ça avec Zola et Nick a eu ça avec Dickens. Non sans raison aussi, je crois tout de même. Je devais avoir 9 ans lorsque j'ai lu David Copperfield pour la première fois, écrit George Orwell dans le ventre de la baleine et autres essais. L'atmosphère mentale des premiers chapitres m'était si immédiatement intelligible que j'imaginais vaguement qu'ils avaient été écrits par un enfant. Fin de citation d'Orwell. Eh bien, cette époque est révolue. Oui, s'exclame Nick. Cette époque est révolue, Georges. Elle l'était déjà du temps où j'étais écolier dans un futur proche. Rare. Rares seront les gamins de 9 ans qui liront David Copperfield. Et si jamais c'est justement le cas de votre enfant en ce moment, arrêtez-le, s'il vous plaît. Il est en train de ruiner tout le plaisir qu'il tirerait de ces romans extraordinaires à l'avenir. Et au passage, vous êtes un très mauvais parent. Bon, oui, le dernier élément ici, vous êtes un très mauvais parent, c'est dit sans intention agressive, je pense. Dans l'ensemble, oui, la première fois, j'ai tiqué en lisant ça et puis je me suis dit non, hein, je me suis rappelé, n'ayons jamais, surtout pas, pas du style Rogers Nelson dit à partir d'une époque Prince. Oh que non! Oh que non! Et dans aucun domaine, hein, un surdoué, votre serviteur, certainement pas. Et j'ai eu soin de me rappeler que j'avais, dans mon enfance, voulu placer la barre un peu haut, hein, quand j'avais voulu attaquer Rabelais, dans le texte original déjà. Et déjà qu'à la bibliothèque communale, il ne voulait pas, jusqu'à un certain âge, il ne voulait pas me le donner, le bouquin, hein. Il trouvait qu'il y avait trop d'obscénité, c'était pas convenable. Non sans raison, là encore. Oui, non sans raison, franchement. Mais j'avais de réaliser tout de même, j'avais le réalisme déjà en ce temps-là, réaliste, trop réaliste, comme humain, trop humain, des fois, je ne sais trop, mais j'avais réalisé tout de même, j'étais déjà réaliste en ce temps-là, dans mon enfance. Oui, pas encore 10 ans, hein, avant les 10 ans, c'était Rabelais dans le texte, c'était tout de même vouloir placer la barre un peu haute, mais je me suis rappelé encore que et à la bibliothèque, à défaut de vouloir me céder le texte original, il m'avait refilé et si un jour je pouvais le retrouver en occasion, c'est une vieille édition qui doit remonter aux années 50 du siècle dernier, Fernand Nathan. Oui, dans un format similaire, si vous avez connu à cette fameuse collection des contes et légendes, hein, les bons petits bouquins à petit format bien rondouillards comme ça, il y avait une version édulcorée, oui, bien édulcorée, à l'intention de la jeunesse de Gargantua et en revanche, ça, oui, ça c'était passé sans problème. Et si vous le voyez un jour, prenez-le et prenez contact avec moi, on s'arrangera, je vous ferai un virement, hein, du moment que ça reste dans un prix, je ne dis pas même, voilà, je me contenterai de dire compétitif. Le Gargantua Fernand Nathan, si un jour vous le voyez, je serais ravi, hein, pour diverses raisons, notamment ma condition physique d'ensemble plus franchement athlétique. Les années venant, je fréquente moins assidûment les bouquineries. Mais si d'une manière ou d'une autre vous réussissez à mettre la main dessus, car je n'y suis pas encore parvenu, ce serait génial. Tout ça pour dire à l'adresse du camarade Nick, peut-être aurait-il dû lui aussi se rappeler qu'il existait tout de même ces versions qu'on a fait
durant très longtemps. Je ne sais pas si c'est encore courant aujourd'hui. Je m'intéresse peu à la production en littérature de jeunesse, mais des adaptations, peut-être aurait-il dû tout de même se rappeler de ça. Mais bon, ce n'est pas un blâme à son adresse. Je vous lis encore un petit peu de son bouquin. Quand Orwell avait 9 ans, David Copperfield était dans le paysage depuis une soixantaine d'années. Le rapport temporel d'Orwell avec ce roman était le même que le nôtre, avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, publié en 1960, un autre livre qui en dit beaucoup sur l'enfance, ou sur une enfance, du moins. Il est anglais, donc il nous parle ici d'un bouquin qui, à mon avis, a dû avoir, doit être beaucoup plus connu dans les contrées anglo-saxonnes. Mais je n'en avais jamais entendu parler, perso. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Le rapport temporel d'Orwell avec ce roman était le même que le nôtre. Avec ce bouquin de 60, un autre livre qui en disait beaucoup sur l'enfance, la langue du milieu du XXe siècle, cependant, est bien plus intelligible pour nous et pour les jeunes aussi, sans nul doute, que celle du roman victorien, avec ses métaphores longuement filées et ses kyrielles de paragraphes. Le roman de Harper Lee est toujours étudié, c'est d'Harper Lee, hein, ce bouquin, ne tirez pas. Le roman de Harper Lee est toujours étudié dans les écoles parce que ce récit à la première personne qui adopte le point de vue d'un enfant est extrêmement accessible et que sa longueur n'est pas intimidante, 100 000 mots environ, contre 350 000 pour David Copperfield. Ce n'est pas entièrement inimaginable qu'un enfant super intelligent à la Orwell se laisse absorber par l'histoire de Scoot Finch, même si, bien sûr, la relation entre nos jeunes et les livres a profondément changé depuis l'enfance d'Orwell, et la mienne, et celle de quiconque a grandi à une époque pré-iPad. Je lisais partout, en voiture, lors d'interminables trajets, dans les trains, dans la salle d'attente chez le dentiste, mais aussi pour tromper l'ennui des dimanches après-midi pluvieux. Et je dois dire que perso, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'étais pas jeune, le gars qui lisait comme ça à tout bout de champ pour, voilà, pour combler le vide. Très tôt, je me rends compte que j'ai eu des rapports assez ritualisés à la lecture, mais c'est un de ces thèmes, là aussi, il faudrait développer. Alors du coup, j'y reviens, oui, par conséquent, j'y reviendrai. Lui, en tout cas, et c'était très bien, il faisait comme ça, hein, et même si il était de coutume de dire Fred, le garçon qu'on ne peut pas voir sans un livre à la main. On disait ça à une époque, mais non sans me laisser des fois sceptique. Alors, je ne serais pas devenu lecteur, dit notre ami, si je n'avais pas connu l'ennui atroce, sans fin, de ces journées où il n'y avait pas de foot à la télé, ni magasin ouvert et qui me poussait vers la bibliothèque locale, puis plus tard vers les librairies, mais qui ni les unes ni les autres n'étaient ouvertes le dimanche, il va sans dire. Mes deux plus jeunes fils, nés au XXIe siècle, n'ont jamais été la proie de ce genre d'hébétude qui les aurait incités à chercher une échappatoire dans la littérature. Et tout en le déplorant, je m'en réjouis pour eux. Une part de moi préférerait n'avoir pas dépéri d'ennui au point de passer la moitié de ma vie le nez dans un livre. Aussi désespéré que j'étais, Dickens cependant restait associé dans mon esprit aux séries dramatiques historiques et bien proprettes de la BBC, et j'avais préféré l'éviter. Mmh, oui, renvoyer, oui, je me suis déjà autorisé quelques remarques, commentaires en cours de route et je renvoie le tout à votre, comme je le fais d'habitude aussi, de coutume, à votre plus entière appréciation. Je vais encore vous lire un peu de Nick Hornby, hein, de son Dickens et Prince, mais avant. Alors,
Oui, ben, déjà un peu, autour de l'amitié, mais, pour ce qui est d'avoir inspiré l'écriture de ce poème de 1930, c'est dans corps et bien, je suis revenu sur l'anniversaire de la mort de Drieux, alors, pas de raison, de ne pas revenir encore un peu, sur Bob, sur Robert Desnos, mais je vais vous lire un poème de 1930 de corps et bien. Il dut y avoir davantage que de l'amitié homme-femme, ici pour, ce qui est d'avoir inspiré aussi bien, c'est celui qui suit dans le recueil. J'ai tant rêvé de toi. Je ne sais plus qui disait, je pense que c'est Artaud qui disait de «J'ai tant rêvé de toi, je vous le lirai ou relirai un de ces jours». Qui Artaud disait de, «J'ai tant rêvé de toi que, c'était aussi bon et aussi fort que les plus grands poèmes, de Baudelaire et partant des plus grands poètes ayant jamais existé» et juste avant, il y a ceci qui n'est pas mal non plus. J'espère que ça vous plaira, à la mystérieuse et de même que vous avez vu ou revu Nathalie, je vous verrez son visage à la mystérieuse, promis, après. Oui, il y a celui-ci qui est très beau de même, à la mystérieuse, ô douleur de l'amour. Oh, je le prends dans l'intégrale en quarto, de la NRF, où vous avez tout Robert Desnos. Oh douleur, et je m'aperçois qu'il n'est pas de 30, je me corrige, il est de 26, celui-ci, mais ça ne change rien à ce que j'ai dit avant, sur l'inspiratrice, plus que présumé. Mmh. Ô douleur de l'amour, comme vous m'êtes nécessaire et comme vous m'êtes cher. Mes yeux qui se ferment sur des larmes imaginaires, mes mains qui se tendent sans cesse vers le vide. J'ai rêvé cette nuit des paysages insensés et d'aventures dangereuses, aussi bien du point de vue de la mort que du point de vue de la vie, qui sont aussi le point de vue de l'amour. Au réveil, vous étiez présente, ô douleur de l'amour, ô muse du désert, ô muse exigeante. Mon rire et ma joie se cristallisent autour de vous. C'est votre phare, c'est votre poudre, c'est votre rouge, c'est votre sac de paume de serpent, c'est votre bas de soie et c'est aussi ce petit pli entre l'oreille et la nuque. À la naissance du cou, c'est votre pantalon de soie et votre fine chemise et votre manteau de fourrure. Votre ventre rond, c'est mon rire et mes joies, vos pieds et tous vos bijoux. Mon rire et mes joies, vos pieds et tous vos bijoux. En vérité, comme vous êtes bien vêtu et bien paré, ô douleur de l'amour, anges exigeants, voilà que je vous imagine à l'image même de mon amour, que je vous confonds avec lui. Ô douleur de l'amour, vous que je crée et habille, vous vous confondez avec mon amour dont je ne connais que les vêtements et aussi les yeux, la voix, le visage, les mains, les cheveux, les dents, les yeux. Alors, oui, l'inspiratrice, de «J'ai tant rêvé de toi» et probablement de la mystérieuse Yvonne Georges, grande vedette de la chanson, dès lors. Oui, décédée d'une overdose cette année-là, en 1930, dans le quarto de Bob de la NRF, à un moment donné, elle apparaît. Voilà, et elle est comme ça, elle sera passée.
Yvonne, Georges, et je reviendrai encore avant fin décembre, j'aurai encore l'occasion de vous lire, promis. Ça, oui, garantie d'avance, je vous lirai encore du Robert Desnos avant 2026. Et il nous parlait dans le premier fragment, pour revenir au bouquin de Nick, dans le premier fragment, il nous a surtout parlé de son approche progressive de l'œuvre de Dickens. Et autour de l'humour, ça c'est pas mal non plus. Quand je reviendrai sur le bouquin, plus en long et en large, il va sans dire bien davantage question de Rogers Nelson, et ici sur l'humour. Hmm. Voilà. Il aimait Dickens. Nick, il aimait Dickens d'abord parce que Dickens, il le trouvait drôle. Oui, Dickens était drôle, écrit-il. Son style et son imagination comique, nous dit-il, ont été pour lui une surprise totale. Il avait à cœur de faire rire les gens. M'apercevais-je avec incrédulité. Qui l'eût cru? Pas moi. La première fois que j'ai ri, c'était au chapitre 8, lorsqu'Esther Summerson accompagne la philanthrope Mrs. Pardiggle. Et là, nous sommes dans un livre de Dickens qui s'intitule, en français, ça a donné La Maison d'Aprevent. Oui, lorsqu'Easter accompagne la philanthrope visiter les pauvres. Elle s'invite chez le briquetier local. Esther est ébranlée en découvrant la bicoque qui fait partie d'un groupe de cabanes, Dickens dans le texte, d'un groupe de cabanes misérables, les porcheries contre les fenêtres délabrées, près du feu, du feu, un petit nouveau-né à la respiration difficile. Une fille effrontée qui lavait quelque chose dans l'eau très sale, et le maître de séant couvert de crasse qui fume sa pipe allongé de tout son long à même le sol. Jusque-là, c'est bien du Dickens, ou du moins le Dickens que j'avais imaginé avant de commencer à le lire. Celui qui décrit la pauvreté avec colère et avec empathie. Mais la suite, lorsque le briquetier anticipe les questions de la philanthrope et recrache les réponses, relève d'un tour de force. Ça relève d'un tour de force férocement comique. Perso, j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup apprécié aussi. Est-ce que j'ai lu Madame, est-ce que j'ai lu le petit bouquin que vous avez laissé ici? Non, je n'ai pas lu le petit bouquin que vous avez laissé ici. Il n'y a personne ici qui sache le lire. Et s'il y avait quelqu'un, ça serait pas fait pour moi. C'est un livre pour les bébés. C'est un livre pour bébés, et je ne suis pas un bébé. Si vous me laissiez une poupée, je jouerais pas avec. Comment que je me suis conduit? Eh bien, j'ai été ivre pendant 3 jours, et j'aurais été ivre 4 jours si j'avais eu assez d'argent. Et comment que ma femme, elle a attrapé son œil poché? Eh bien, c'est moi qui y ai fait. Et si elle dit le contraire, c'est une menteuse. Un livre m'avait-il déjà fait rire à ce stade de ma vie? Si mes souvenirs sont bons, je trouvais que les livres, en règle générale, n'étaient pas drôles. Si je vous lis encore ce qui suit, car oui, ça aussi c'est marrant. Si je me fiais à mon expérience, l'humour en littérature était brillamment illustré par un sketch, je ne connaissais pas, datant peu ou prou de la même époque, dans lequel Rowan Atkinson singeait un professeur sévère. Oui, mon paternel, il aimait bien le regarder le dimanche soir. Pas moi. Ne ricolez, ne... Oui, il disait là-dedans, à un moment donné, Rowan Atkinson, ne ricanez pas, hein, il jouait un prof de lettres, ne ricanez pas, Balcock. Ce n'est pas drôle, Antoine et Cléopâtre. Ce n'est pas une pièce comique. Si Shakespeare avait voulu qu'elle le soit, il y aurait glissé une farce. Il n'y a pas de farce dans Antoine et Cléopâtre. Dans quelle pièce de Shakespeare en trouve-t-on une qui peut répondre? La comédie des erreurs. Pour l'amour de Dieu, dans la comédie des erreurs, il y a la farce des sosies. Par 2 fois.
Pour moi, c'était là un parfait résumé de l'humour littéraire, hein, ce qu'il s'était représenté jusque-là. Nick Hornby, l'auteur de ce Dickens et Prince, qui nous dit, pour moi, c'était là un parfait résumé de l'humour littéraire. Deux personnages se ressemblaient physiquement et nous étions censés nous esclaffer. Si c'est plutôt humour anglais ou pas, je ne sais trop. À vous de voir encore. Eh bien, on s'achemine et de faire le choix ou pas, hein, en étant fan de Prince, amateur de Prince ou pas. D'aller y voir, ou non. Nick Hornby, Dickens et Prince, très bonne nouveauté pour cette fin d'année 2025, l'édition de poche, en tout cas désormais disponible chez Bourgois, dans la collection 10, 18. Un jour, j'avais essayé d'expliquer à des jeunes gens qui se disaient très engagés, mais qui avaient envie des fois de se tourner davantage vers la littérature et qui m'avouaient n'y rien connaître. Et moi, je m'étais permis de leur faire comprendre en gros, même si ça pouvait appeler des nuances et des fois sévères, vous pouviez être davantage sur le plan qualitatif, hein. Je vais hiérarchiser, il y en a qui n'aimeront pas, mais tant pis sur le plan, et je ne suis tributaire d'aucun éditeur, sur un plan rigoureusement qualitatif. Oui, sans exclure les réserves que j'ai dites, sans généraliser, vous pouviez être sûr que vous pouviez être davantage sûr de votre coup en optant pour un folio plus, oui, en optant, pour un LGF plutôt que pour un Gélu, ou en optant, pour un folio plutôt qu'un LGF et en optant pour un 10-18 plutôt qu'un folio, voire des fois en optant pour un Babel, en optant, oui, pour un Babel plutôt qu'un mais là je commence à devenir, très arbitraire. Il faut que j'arrête en optant pour un 10-18 plutôt, qu'un je oui, je oh, c'est pas possible, j'ai un trou, pardonnez-moi, donc en optant pour un Babel plutôt que pour un 10-18. Oui, c'est la collection de poche d'Actes Sud, Babel, hein. Franchement, c'est rare quand quelque chose en littérature étrangère ou pas, quand on a envie de faire baie en voyant une parution, chez nos amis d'Actes Sud. C'est une manière comme une autre de oui, d'exprimer la chose, si vous me permettez. Eh bien, j'avais prévu autre chose pour notre abécédaire de lecteurs, mais comme je vois que oui, nous sommes assez bien dans les temps, eh bien, ça aura fait office. Mettons que nous sommes allés à la lettre H. H comme, oui, de façon arbitraire, je le reconnais, mais en insistant. J'ai bien dit que je ne généralisais, du côté de personne, mais, comme hiérarchisé, pour une fois. Oh là, oui, hein, mais c'est vrai que nous avons traité en partie aujourd'hui d'un thème tout de même assez aristocratique avec le prince. Mais oui, un prince, un vrai. Et si vous avez lu les Pléiades, de qui vous savez, vous saisirez. Il en sera bientôt de nouveau question. Si vous avez lu ce roman qui s'appelle Les Pléiades, de qui vous savez, vous comprendrez pourquoi. Un fils de roi, prince, oui, je parle de notre artiste, mmh, qui à une certaine époque, c'était l'artiste qui formellement avait été connu, jusqu'à une époque et puis, de nouveau à partir d'une autre époque sous le nom de Prince et pour sûr, en tant que prince fils de roi. Oui, je alors pour terminer,
L'amitié homme-femme déjà, traitée d'une certaine manière par notre enluminure, notre choix d'enluminure qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, si ça reste courtois, hein, nous n'allons pas le camarade Marquis de la chaîne du Prolo et moi, nous n'allons pas nous vexer. C'est Marquis qui a passé son temps, hein, c'est lui qui a passé son temps à la faire. Notre enlu, ça aurait pu être une photo, ce n'est pas le cas, mais on aurait pu si j'en avais trouvé une photo, où on voyait ensemble Max Jacob et Nathalie. Oui, Max Jacob avec Nathalie Barnet. Et alors oui, dans notre abécédaire de lecteurs, on dira ça, à la lettre H, et ce que j'avais prévu pour ce numéro, c'était «C'est» comme changement. Ce sera pour la semaine prochaine. Notez que, oui, dernière chose, sur Prince, comme on n'en aura pas trop parlé, somme toute, hein. Le bouquin, je voulais surtout vous montrer, j'espère vous avoir plutôt donné envie, hein. Dans l'ensemble, vous aurez saisi que je le sens assez bien. J'approche de la fin, je dois dire que oui, comme vous l'avez entendu, j'ai quelques, remarques sur le mode le plus aimable, sur un mode tout à fait aimable à formuler, mais sans plus, hein, donc oui, oui, vous pouvez y aller. Nick Hornby, Dickens et Prince, vous pouvez y aller, et le changement chez Prince, à partir d'une époque, dans sa création, je me suis toujours dit que le changement, on aura pu l'observer sur le plan créatif chez lui à partir d'une époque, et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui qu'on a accès facilement à tous ces aspects de la production princière. Ça aura surtout été à partir d'une époque, davantage que dans sa production, discographique, dans ses albums officiels, dans tout ce qui était, scénique, prestations live, les after shows, les ne serait-ce que les solos, dans tout le déploiement des solos de guitare et les prestations davantage jazz, blues, hein, oui, bien davantage à partir d'une époque, les prestations davantage jazz, ou même de nouveau davantage à partir d'une époque aussi de nouveau rock. Oui, tout ça, hein. Maintenant que on y a accès, peut-être pas ou pas encore à tout, et je pense que ce sera difficile si vous êtes fan ou si vous avez déjà lu un peu, ou déjà un peu intéressé sur Prince. Je pense que ce sera dur un jour d'avoir pu prendre connaissance à proprement parler de tout, mais si on avait dû parler de ça, de changement, simplement, à son sujet, à lui, à Prince, voilà, pour vous donner envie. Maintenant que c'est possible, maintenant que c'est disponible, allez écoutez, tout ça, si ça vous dit. Et ce fragment de lettre, pour notre texte de clôture, fragment de lettre de Max Jacob à Nathalie Barnet, ça se passe absolument de tout comment, hein, pour retomber sur sa langue natale, saluer une dernière fois sa langue natale à elle. Et on a dit en cours de numéro comment elle, à partir d'un moment, elle se sentait intégrée, hein, et mieux, dans la langue, dans sa langue d'adoption, qui fut la langue, oui, sa langue d'auteur aussi, la plupart du temps. Et pour saluer une dernière fois la langue de son Amérique natale. Et donc ça se passe sur le plan de l'amitié homme-femme. Utopie, mythe ou pas, ça, je le renvoie à vous, une fois de plus, et c'est pas interdit de venir me rapporter ce que vous en pensez. Je développerai perso une autre fois, là aussi, une autre fois.
si ça ne vous pose pas de problème. En revanche, c'est, sans la moindre gratuité, et là, c'est de nouveau oui, c'est l'ex-prof qui s'exprime, hein, ça n'aura rien de gratuit, ces quelques éléments, ces quelques infos besoin au sujet de l'une et l'autre. Alors Max, c'était un juif qui s'était converti au catholicisme, mais je pense qu'il aurait été d'accord avec moi, oui, un juif converti à la religion catholique, mais pas franchement catholique hippie ou ce qu'on aurait pu, appeler des fois, sans trop y regarder sur le plan du fond catholique, entre guillemets «progressiste», non, catho bien breton ou breton bien catho de Quimper, Max. Et Max, il aimait les mecs, hein, mais je pense qu'il aimait davantage, bien davantage, la prière et étudier. La théologie, entre autres, davantage la prière, davantage encore la prière et la théologie. Et Nathalie Barnet a, oui, en dépit de sa fortune et de ses relations, de son pôle, de son statut de mécène des lettres, et pardonnez en regard de ce que c'est devenu, le terme d'influenceuse. Voilà, hein, mais avec la résonance que le terme, dans le cadre de son mécénat, eût pu avoir alors, en dépit de ses titres, de sa fortune, de ses relations, ce n'est un secret pour, personne. Hein, si vous l'avez déjà d'une manière ou d'une autre approché, ce n'est un secret pour personne. Nathalie Barnet était un auteur ou, si vraiment ça peut vous faire plaisir, une autrice, comme on dirait, ouvertement homosexuelle. Mais dans nombre, pas tous, mais dans nombre de ses écrits, donc elle avait fait le choix de se vouer pour son temps à une vie, il est vrai, pour son temps à une vie placée. Elle le savait que cette existence serait pour une bonne part vouée à la marginalité. Pour ça, d'une certaine manière, dans la société de son temps, pour sûr. Hein, et je n'entends pas du tout faire passer, je m'en fiche éperdument, comprenez, je m'en fiche éperdument d'émettre quelques messages à caractère sociétal ici. Écoutez, en revanche, prêtez bien attention à ceci, je ne pense pas que ça vous aura été donné souvent d'entendre un homme s'exprimer au sujet d'une amie comme ceci. Alors, Max écrit, il écrit à l'adresse de Nathalie: «Cher confrère». Oui, cher, et déjà il commence en disant: «Cher confrère». Figurez-vous que j'avais prêté l'Amazone, il avait prêté le livre de Rémy, des Lettres à l'Amazone, de Rémy de Gourmont, Lettres à l'Amazone. Figurez-vous que j'avais prêté l'Amazone, le livre, à un soldat occupé des armées de l'Allemagne occupée. Oui, un soldat occupé des armées de l'Allemagne, occupée. Le terme est employé 2 fois, sous la plume de Max. Quand il me l'a rendu, ça a été une franche joie. J'ai tout relu d'un bout à l'autre et je garde à portée de ma main ce bréviaire d'impiété. Dieu a, ce chiquinouille de se choisir toujours les ennemis les plus charmants, donc les plus forts. C'est très crâne. Il y met de la coquetterie, et c'est autre chic d'avoir pour serviteur ce qui rime à crâne. La plus belle preuve de la force de l'Église, a dit un cardinal très spirituel, c'est la bêtise de ses serviteurs. Ce n'est pas cela que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que je vous prouverai, évangile en main, que le christianisme est le conservatoire de l'esprit dans tous les sens du mot. Vous êtes le sel de la terre, vous dit-il à tous, à vous et aux autres. Prenez, prenez modèle, prenez modèle sur elle.
Vous pensez bien que je ne vais pas vous envoyer un sermon écrit. On s'arrêtera ici, pour ce fragment. Prenez, vous êtes le sel de la terre, vous dit-il à tous, à vous et aux autres. Prenez modèle sur elle. Ouh, si vous me permettez encore un autre fragment de lettre. Pour le plaisir, mettons, pour le plaisir. Y aura-t-il de Max à Nathalie toujours? Y aura-t-il du printemps à Sainte-Maxime cette année? À Sainte-Maxime, on n'y respirera pas le papier de verre italien, les pins n'auront plus l'air d'allumettes verdoyantes, les chênes lièges de tigres malades de la peste, ni les maisons de lotissement banlieusards en faïence milanaise. Je ne quitterai pas Paris sans vous avoir vu et revu 100 fois. L'amitié ne peut être à venir. L'amitié ne peut être à venir. Elle est par le fait qu'elle se nomme. Vous ne me chercheriez pas si vous ne m'aviez trouvé, dit l'Évangile. L'amitié est de la foi. C'est même ce qui la différencie de l'amour, lequel est un cosmique besoin. Croyons donc, Max. Merci à vous et je vous retrouve dans un peu moins d'une petite semaine. Bye. Merci encore.